26 avril 1945, 3h15 du matin, la périphérie de Berlin, plus précisément, le district de Spandau. Le commandant Klaus Hartmann, 41 ans, chef du bataillon d'infanterie 502, se tenait dans un poste de commandement détruit. Le regard fixé sur la carte devant lui. Dehors, les obus d'artillerie soviétique illuminaient le ciel. Un feu d'artifice mortel. Son téléphone sonna. C'était le général d'armée Heinrici en personne. L'ordre était clair. Toutes les troupes et véhicules disponibles devaient être immédiatement déployés pour la défense du quartier du gouvernement. Les civils n'étaient pas une priorité. Hartmann reposa lentement le combiné. À travers la fenêtre brisée, il les vit, des centaines, des milliers de vieilles femmes, des paquets sur le dos, des enfants, agrippés aux mains de leur mère, des hommes blessés, se soutenant mutuellement. Tous tentaient désespérément de fuir la ville. Avant que l'armée rouge ne les atteigne, Hartmann savait ce qui arrivait aux civils, qui tombaient aux mains des soviétiques. Il avait lu les rapports, écouté les témoignages. Les cris résonnaient encore dans sa mémoire. Il avait deux options, obéir aux ordres et abandonner ces gens à leur sort, ou risquer sa carrière militaire, sa vie et celle de ses hommes. Pour les sauver, il lui fallut 3 secondes pour se décider. Voici l'histoire du commandant allemand. Il désobéit aux ordres directs et sauva plus d'1 millier de civils d'une mort certaine. Klaus Hartmann est né le 3 mars 1904 à Munich. Fils de Friedrich Hartmann, professeur d'histoire au lycée, et de Maria Hartmann, infirmière à l'hôpital municipal. La famille vivait dans un petit appartement à Schwabing où le jeune Klaus grandit, entouré de livres et de l'odeur de désinfectant que sa mère ramenait du travail. Son enfance fut marquée par les valeurs que ses parents lui inculquèrent, le devoir, l'honneur, mais surtout l'humanité. Son père, un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui avait combattu à Verdun, parlait rarement de la guerre. Mais un soir, alors que Klaus avait 12 ans, il trouva son père en pleurs dans son bureau. Une vieille photo à la main. Elle montrait un soldat français, jeune, pas plus de 20 ans. Klaus demanda « Père, qui est-ce » Friedrich regarda son fils, les yeux rouges. « C'est l'homme que j'ai tué, le premier. J'ai trouvé son portefeuille. Il avait une femme, un bébé. Il était comme moi. Et je l'ai tué, parce que quelqu'un m'a dit que c'était mon ennemi. Klaus, mon fils, écoute-moi. Un homme ne se mesure pas à la façon dont il obéit aux ordres, mais à ce qu'il fait, quand personne ne regarde. Promets-moi que tu resteras toujours un homme, quoi qu'il arrive. » Klaus le promit. Ces mots allaient définir sa vie. En 1923, à l'âge de 19 ans, Hartmann s'engagea dans la Reichswehr. Il n'était pas un nazi, pas un idéologue fanatique. C'était un soldat à l'ancienne, qui croyait en la discipline, au professionnalisme et à la protection de son pays, mais il croyait aussi à quelque chose que beaucoup de ses camarades avaient oublié, la protection des innocents. En 1941, il combattit sur le front de l'Est. Là, il vit des choses qui le changèrent à jamais. Il vit des unités SS brûler des villages, il vit des civils abattus simplement parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Il vit sa propre armée, qu'il avait autrefois respectée, devenir quelque chose qu'il ne reconnaissait plus. Dans son journal, il écrivit le 12 août 1941. « Aujourd'hui, j'ai vu comment nous devenons ce contre quoi nous sommes censés nous battre. Des barbares, des assassins. J'ai honte de porter cet uniforme, mais si je l'enlève, qui protégera ceux qui ont encore besoin de protection ?» Hartmann se fixa une règle. Il ferait ce qu'il pouvait, dans les limites de son commandement, pour protéger des vies civiles. En Russie, il refusa d'obéir aux ordres de brûler des villages. En France, il cacha des civils français, des rafles de la SS. En Pologne,
il organisa secrètement des livraisons de nourriture pour les réfugiés. Il le fit en silence, sans gloire, sans reconnaissance, parce que c'était la bonne chose à faire, jusqu'en avril 1945, quand Berlin tomba et que la plus grande décision de sa vie arriva. La situation à Berlin à la fin avril 1945 était apocalyptique. L'armée rouge avait encerclé la ville depuis le 16 avril. 2 millions de soldats soviétiques, 6 000 chars, 40 000 canons d'artillerie bombardaient sans relâche la capitale du Troisième Reich. La défense allemande était un chaos. Il n'y avait plus de ligne de front cohérente. Chaque pâté de maison était une bataille à part entière. Les soldats se battaient avec leurs dernières munitions. Hitler, caché dans son bunker, exigeait une résistance fanatique jusqu'au dernier homme. Les généraux, qui voulaient se retirer, étaient abattus comme des traîtres. Mais les vraies victimes étaient les civils. Des centaines de milliers étaient encore piégés dans la ville. La nourriture était rare. L'eau ne coulait plus. Il n'y avait plus d'électricité depuis des jours. Les hôpitaux étaient bondés de blessés. Et partout, dans chaque cave, chaque station de métro, des gens effrayés se terraient, sachant que l'armée rouge arrivait et que la vengeance serait terrible pour ce que l'Allemagne avait fait en Russie. Le bataillon d'Hartmann était stationné à Spandau, au nord-ouest de Berlin. Sa mission était de défendre les ponts sur la Havel, afin de ralentir l'avancée soviétique depuis le nord. Mais le 26 avril, il reçut l'ordre de transférer toutes les troupes vers le centre. Le quartier du gouvernement devait être tenu. Les ponts devaient être dynamités. Aucune ressource pour les évacuations de civils. Hartmann regarda ses hommes. 72 soldats épuisés, la plupart âgés de moins de 20 ans, certains de plus de 50. Il regarda les 14 camions, les 3 semi-chenillés et les 5 Kübelwagen qui restaient à la disposition de son bataillon. Et puis, il regarda les civils. Ils affluaient vers les ponts. Des femmes, des enfants, des vieillards. Il savait que c'était leur dernière chance de fuir la ville, avant que les Soviétiques ne coupent toutes les routes de fuite. Si Hartmann prenait ses véhicules et partait vers le centre, ces gens mourraient ici. Il convoqua ses officiers, le lieutenant Werner, le lieutenant Becker, le sergent-chef Müller, des soldats qui avaient combattu à ses côtés depuis 1943. Il leur demanda « Que feriez-vous » Le lieutenant Werner, 22 ans, répondit en premier. « Commandant, si nous n'obéissons pas à ses ordres, nous serons fusillés. » Le sergent-chef Müller, 54 ans, père de 4 enfants, dit « Commandant, j'ai 4 filles. Elles sont quelque part là-dedans. Si un officier allemand ne les sauve pas, j'espère qu'un autre le fera. » C'était tout ce qu'Hartmann avait besoin d'entendre. Il dit « Messieurs, nous avons une nouvelle mission. Nous allons faire passer autant de civils que possible de l'autre côté de la Havel. Nous allons les évacuer vers l'ouest, là où se trouvent les Américains. Et si le général d'armée Heinrichi veut me faire fusiller pour ça, qu'il fasse la queue. Car l'armée rouge veut la même chose. » Ses officiers le fixaient. Puis, le lieutenant Werner salua. « Oui, commandant. » Les autres suivirent. Le plan était simple, mais mortellement dangereux. Le commandant Hartmann divisa ses forces en 3 groupes. Le premier groupe, mené par le lieutenant Becker, défendrait les ponts aussi longtemps que possible contre les troupes soviétiques qui approchaient. Cela leur donnerait peut-être 4 heures, 6 heures au maximum. Le deuxième groupe, dirigé par le sergent-chef Müller, organiserait les civils, les répartirait dans les véhicules et s'assurerait que les femmes, les enfants et les blessés soient prioritaires. Le troisième groupe, que Hartmann mènerait lui-même, escorterait les convois vers l'ouest, à travers le territoire contesté, en contournant les lignes soviétiques jusqu'à ce qu'ils atteignent les lignes américaines près de Magdebourg, 130 km. À travers une zone de guerre,
avec du carburant limité, sans soutien aérien et avec des milliers de civils qui comptaient sur eux. L'opération débuta le 26 avril à 4 heures du matin. Le sergent-chef Müller se tenait près du pont avec un mégaphone. Femmes avec enfants, blessés, tous à l'avant. Nous avons des places limitées, pas de panique. La foule se mit en mouvement. Des mères se pressaient, leurs bébés fermement serrés contre elles. De vieux hommes soutenaient des soldats blessés. Une petite fille, peut-être 6 ans, se tenait seule et pleurait. Sa robe bleue était déchirée et couverte de poussière. Dans sa main, elle tenait une poupée en tissu sale. Hartmann s'agenouilla à côté d'elle. « Où est ta mère, ma petite ?» La fillette sanglota. Elle ne s'est pas réveillée. La bombe est tombée. Et puis tout était sombre. Et maman ne s'est plus réveillée. Et j'ai crié. Mais elle n'a pas répondu. Des larmes coulèrent sur ses joues couvertes de poussière, laissant des traces propres. Hartmann sentit son cœur se serrer. Il pensa à sa propre fille, qu'il n'avait pas vue depuis 1943. Il prit la fillette dans ses bras. « Comment t'appelles-tu » Elle murmura. « Anna. Anna Müller. » Hartmann la serra contre lui. « Anna, écoute-moi. Tu viens avec moi. Compris ? Je vais te mettre en sécurité. Je te le promets. » La fillette acquiesça. Son visage enfoui dans son épaule, ses petits doigts agrippés à son uniforme. À côté d'Anna se tenait une vieille femme, peut-être 70 ans, avec une canne. Elle s'appelait Bernadette Weber. Elle avait 4 fils. Tous les 4 étaient morts. L'un était tombé en France, l'autre était mort de froid en Russie, l'autre avait disparu en Afrique, l'autre avait été brûlé vif lors d'un raid aérien sur Hambourg. Elle était seule. Quand Hartmann la vit, Pennon apportait sa petite valise. Il cria « Caporal Dubois, aidez cette femme !» Le jeune soldat, 19 ans, originaire de Lyon, courut vers Bernadette et prit sa valise. « Venez, mamie, je vais vous emmener au camion. » Bernadette le regarda avec des yeux larmoyants. « Vous me rappelez mon plus jeune fils. Il était exactement comme vous. Jeune, poli. » Dubois sourit tristement. Il avait une bonne mère. Alors, Bernadette pleura. Puis, il y avait la femme enceinte, Sophie Lemaire, 27 ans, au 9e mois. Son mari était soldat sur le front de l'Est. Elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis février. Elle était seule avec ses 3 enfants. Un garçon de 5 ans, Théo, une fille de 3 ans, Léa, et un bébé de 8 mois, Gabin. Quand le sergent-chef Müller la vit, essayant de porter le bébé, tandis que Théo et Léa s'accrochaient à sa robe, il courut vers elle. « Madame, vous ne pouvez pas marcher comme ça. Venez, je prends les enfants. » Sophie, épuisée, affamée, effrayée, éclata en sanglots. « Je n'en peux plus. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. Le bébé pleure toute la nuit. Je ne sais pas où est mon mari. Je ne sais pas si nous allons survivre. » Müller, qui avait lui-même 4 filles, prit le bébé dans un bras et souleva Léa de l'autre. « Vous allez survivre, je vous le promets. Venez maintenant. » Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il conduisit la famille à l'un des camions et s'assura qu'ils étaient assis à l'avant, là où c'était un peu plus sûr. Au cours des 2 heures suivantes, les hommes d'Hartmann chargèrent 280 civils à bord des véhicules. Des femmes étaient assises, serrées les unes contre les autres dans les camions. Des enfants étaient allongés sur des couvertures dans les semi-chenillés. Des blessés étaient attachés sur des brancards entre les rangées de sièges. C'était étroit, inconfortable, et les véhicules étaient surchargés. Mais cela fonctionnait. Le premier convoi partit à 6 heures du matin. Hartmann conduisait sa Kübelwagen. Derrière lui, 5 camions, 2 semi-chenillés, 30 soldats en guise d'escorte et 280 personnes qui lui faisaient confiance. Le voyage vers l'ouest fut un cauchemar. Les routes étaient bloquées par des débris en flammes. L'artillerie soviétique bombardait aveuglément tout mouvement.
Des avions d'attaque au sol tournaient au-dessus d'eux. À 2 reprises, ils durent de faire des détours, parce que des pointes de blindés soviétiques avaient coupé les routes principales. Près de Falkensee, le dernier camion fut touché par des éclats d'obus. Le pneu éclata. Le véhicule glissa dans un fossé. Hartmann sauta de sa Kübelwagen et courut en arrière. Le chauffeur était mort, touché à travers la fenêtre, mais les 37 civils à l'arrière étaient indemnes, juste effrayés. Hartmann hurla. Tout le monde dehors. Dans les autres véhicules. Vite! Ces hommes aidèrent les civils à sortir, tandis que des obus soviétiques explosaient à 200 mètres de là. Une vieille femme tomba. Le lieutenant Werner la releva et la porta jusqu'au camion suivant. Un homme avec une jambe amputée ne pouvait pas marcher assez vite. Hartmann le jeta sur son épaule et courut. En 4 minutes, ils avaient tous été redistribués. Le convoi reprit sa route, laissant derrière lui le camion détruit. Près de Nauen, un poste de contrôle soviétique les arrêta. 3 soldats, des kalachnikovs en position de tir. « Halte! Papier !» Hartmann sortit, les mains visibles, mais un pistolet à la ceinture. « Nous avons des civils, des femmes et des enfants. Nous voulons juste aller vers l'ouest. »« Laissez-nous passer. » L'un des soldats soviétiques, un sergent, s'approcha. « Vous êtes des Allemands. Vous avez brûlé notre pays, tué nos familles. Pourquoi devrions-nous vous laisser passer ?» Hartmann le regarda droit dans les yeux. « Parce que vous êtes des êtres humains, pas des animaux. Vous n'êtes pas des SS. Vous êtes des soldats. Et les soldats ne tuent pas les enfants. » Les 3 soviétiques se regardèrent. Le sergent regarda dans les camions. Il vit les visages effrayés des femmes, les petites mains qui s'accrochaient à leur mère. Il recula. « Passez, vite, avant que mon officier n'arrive. » Hartmann salua. « Merci. » Le sergent détourna le regard. « Ne me remerciez pas. Souvenez-vous de ce que la guerre fait aux gens. » Le convoi reprit sa route. À 14 heures, ils atteignirent les lignes américaines près de Brandenburg. Les soldats américains furent surpris de voir un officier allemand avec un convoi rempli de civils. Le commandant Hartmann expliqua la situation. Les Américains prirent les civils en charge, offrant nourriture, eau et soins médicaux. Les 280 personnes étaient en sécurité. Hartmann retourna immédiatement à Berlin. Dans les 48 heures qui suivirent, Hartmann répéta ce voyage 4 fois. À chaque fois, il risquait tout. À chaque fois. Il perdait des hommes. Le lieutenant Becker, 23 ans, de Berlin, diplômé de l'école de guerre de Potsdam, avait pour mission de défendre les ponts. Il savait que c'était un arrêt de mort. Ses dernières paroles à Hartmann, avant le départ du premier convoi, furent « Mon commandant, si je ne reviens pas, dites à ma mère que j'ai pensé à quelque chose de bien avant de mourir. » Hartmann le promit, le 27 avril, à 11 heures du matin. Alors que Hartmann revenait avec le deuxième convoi, il trouva le bunker de Becker détruit. Un obus de chars T-34 soviétiques avait touché directement. Becker et 4 de ses hommes furent tués sur le coup, mais ils avaient tenu le pont pendant 14 heures, 8 heures de plus que prévu. Hartmann s'agenouilla près du corps de Becker, ferma ses yeux et murmura « Tu as bien fait, mon garçon, ta mère sera fière. » Le deuxième convoi était encore plus dangereux. Hartmann avait maintenant moins d'hommes, moins de véhicules, et les soviétiques avançaient plus vite. Mais il avait 296 civils à évacuer. Parmi eux, un soldat blessé, le caporal-chef Kurt Neumann, qui avait perdu ses 2 jambes lors d'une attaque d'artillerie. Il était allongé sur une civière, pâle, faible, mourant. Lorsque Hartmann le vit, il demanda « Soldat, quel est votre nom ?» L'homme murmura « Neumann, mon commandant. »« Kurt Neumann de Dresde. » Hartmann répondit « Vous êtes gravement blessé. Nous allons vous emmener chez les Américains. Ils ont des médecins. » Neumann sourit faiblement. « Mon commandant, je ne survivrai pas.
Mais ces femmes, ces enfants, eux, ils le feront. Ce que vous faites est juste. Neumann mourut 1 heure avant la ligne américaine. Hartmann le recouvrit d'une couverture et continua sa route. Le 3e convoi fut attaqué par des chasseurs Yak soviétiques. C'était le 27 avril. Dans l'après-midi, Hartmann conduisait 315 civils, dont 70 enfants. Les avions arrivaient du nord, en piqué, mitraillant. Hartmann cria « Tout le monde dehors !» dans le fossé, maintenant. Les soldats ouvrirent les portes des camions et aidèrent les civils à sortir. Des femmes sautaient avec leurs bébés. Des enfants couraient en criant. La vieille Hildegard Weber, qui était dans le premier convoi et qui était revenue chercher sa sœur, trébucha et tomba. Le caporal Schmidt, le jeune soldat de Leipzig, qui l'avait aidé dans le premier convoi, la vit tomber. Il courut en arrière, alors que les chasseurs effectuaient leur 2e passage. Il atteignit Hildegard, la souleva, commença à courir. Une balle l'atteignit dans le dos. Il tomba, mais dans son dernier souffle. Il jeta Hildegard dans le fossé. Elle survécut. Il mourut avec un sourire. Hartmann le trouva plus tard, le recouvrit de sa propre veste et dit « Tu as été un bon soldat. Schmidt, tu as été un homme bien. Ça vaut plus que tout. » 8 soldats moururent lors de cette attaque. 2 camions furent détruits, en flammes. Mais les 315 civils survécurent. Lors du 4e convoi, le bataillon de Hartmann était presque à bout de force. Il lui restait 29 soldats, 3 véhicules, presque plus de carburant, mais 207 civils attendaient au pont. Parmi eux, un garçon de 16 ans, Martin Fischer, qui était seul. Toute sa famille était morte. Il n'avait rien d'autre que les vêtements qu'il portait. Lorsque Hartmann le vit, il demanda « Garçon, quel âge as-tu » Martin mentit. « 18 ans. Mon commandant. » Hartmann savait qu'il mentait. « Tu as 16 ans, au plus. Monte. Nous allons te sortir de là. » Martin répondit « Mais je ne suis pas important. Prenez les femmes, les enfants. » Hartmann posa une main sur son épaule. « Garçon, chaque vie est importante. Maintenant, monte, avant que je ne t'y oblige. » Martin monta. Il survécut. Il devint plus tard médecin. Il travailla 40 ans à Munich. Il sauva des milliers de vies. Tout ça parce que le commandant Hartmann a dit « Chaque vie est importante ». Lors du 2e convoi, il sauva 296 civils. Lors du 3e, 315. Lors du 4e, 207. Au total, pendant ces 48 heures, le commandant Klaus Hartmann et son bataillon évacuèrent 1238 civils de Berlin. Des femmes qui auraient été violées et assassinées. Des enfants qui seraient devenus orphelins ou seraient morts de faim. Des vieillards qui seraient morts dans les décombres. Mais le prix fut élevé. Sur ces 72 hommes, 19 moururent, 24 furent blessés. Tous ces véhicules, sauf 2 Kübelwagen, furent détruits. Et le 28 avril, lorsque le dernier convoi atteignit les lignes américaines, la Feldgendarmerie attendait Hartmann. Un lieutenant-colonel de la police militaire s'avança. « Commandant Hartmann, vous êtes arrêté pour insubordination, désertion et sabotage d'opérations militaires. Vous serez traduit devant une cour martiale. » Hartmann ne dit rien. Il salua ses hommes une dernière fois, puis se laissa emmener. Le conseil de guerre de Hartmann devait se tenir le 2 mai 1945. Mais le 2 mai, Berlin capitula. Le 7 mai, l'Allemagne capitula. Le conseil de guerre n'eut jamais lieu. La Feldgendarmerie libéra Hartmann et il devint prisonnier de guerre des Américains. Il passa 2 ans dans un camp de prisonniers en France. Là, il rencontra un officier américain, le capitaine Robert Meyer, qui avait entendu parler de l'histoire de Hartmann. Meyer l'interviewa. « Pourquoi avez-vous fait ça, commandant ?»
Vous saviez que vous pouviez être fusillé. » Hartmann répondit, « Capitaine, je suis soldat depuis 1923. J'ai obéi à des ordres que je n'aimais pas. J'ai vu des choses qui me font honte. Mais à la fin, quand un homme meurt, qu'est-ce qui compte? Combien d'ordres il a obéi? Ou combien de vies il a sauvées? » Meyer écrivit l'histoire de Hartmann. Plus tard, elle fit partie des archives militaires américaines officielles. Hartmann fut libéré en août 1947. Il retourna à Munich, avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait, et un petit carnet, dans lequel il avait noté les noms de tous ceux qu'il avait sauvés, dont il se souvenait. Sa ville était en ruine, l'appartement où il avait grandi était détruit. Son père était mort d'une pneumonie en 1943. Sa mère était morte lors d'un raid aérien sur Munich en 1944. Lorsqu'une bombe américaine avait touché l'hôpital où elle travaillait, sa femme, Elisabeth, qu'il avait épousée en 1930, était morte lors d'un raid aérien en février 1945. Son corps n'a jamais été retrouvé. Ses deux fils, Frédéric, 19 ans, et Pierre, 17 ans, étaient tous les deux portés disparus sur le front de l'Est. Frédéric avait été vu pour la dernière fois en janvier 1945, près de Varsovie. Pierre, lui, avait été aperçu pour la dernière fois en mars 1945, non loin de Berlin. Aucun des deux n'a jamais été retrouvé. Le commandant Hartmann était seul. Il avait 43 ans. Il n'avait plus de famille, plus de foyer, plus d'avenir. Les premiers mois furent les plus difficiles. Il trouva un petit appartement à Schwabing, 2 pièces, froide, humide. Il dénicha un travail de professeur dans une école de fortune. Installé dans un bâtiment à moitié détruit, il enseignait l'histoire comme son père avant lui. Les enfants avaient faim, ils étaient traumatisés, beaucoup avaient perdu leurs parents. Hartmann les comprenait. La nuit, il rêvait des évacuations. Il revoyait le visage du lieutenant Becker au moment de sa mort. Il revoyait le visage du caporal Schmidt lorsqu'il jeta Hildegard Weber dans le fossé, juste avant d'être fauché par une balle. Il voyait les petits visages des enfants dans les camions, terrifiés, agrippés à leur mère. Parfois, ils se réveillaient en criant. Parfois, ils pleuraient. Mais chaque matin, il se levait, se rasait, enfilait son unique veste et se rendait à l'école. Parce que les enfants avaient besoin de lui, parce qu'il devait vivre, parce qu'il avait promis de rester humain. Il ne parlait jamais de ce qu'il avait fait. Si quelqu'un lui demandait ce qu'il avait fait pendant la guerre, il répondait simplement « J'ai fait mon travail ». Rien de spécial. Ce n'est qu'en 1963, 18 ans après la guerre, que tout changea. C'était un froid jour de novembre. Hartmann donnait un cours d'histoire sur la République de Weimar, lorsque la secrétaire de l'école frappa à sa porte. « Monsieur Hartmann, il y a une dame qui souhaite vous parler. Elle dit que c'est urgent. » Hartmann sortit. Dans le couloir se tenait une femme, peut-être 45 ans, bien habillée, avec 3 jeunes adultes à ses côtés. Elle le regarda, et ses yeux se remplirent de larmes. Elle murmura « Commandant Hartmann ?» Hartmann, confus, acquiesça. « Oui, mais je ne suis plus commandant. Je suis juste un professeur. » La femme se mit à pleurer. « Vous ne vous souvenez pas de moi. C'est compréhensible. Il y en avait tellement. Mais moi, je me souviens de vous. De chaque seconde, de chaque détail, je m'appelle Marguerite Schneider avant Marguerite Fischer. En avril 1945, vous étiez l'officier allemand qui m'a évacué de Berlin avec mes 3 enfants. J'étais enceinte, de 9 mois. Le sergent-chef Müller vous aidait. » Marguerite acquiesça vigoureusement. « Oui, j'étais désespérée, affamée, terrifiée. Mon mari était sur le front de l'Est. J'avais 3 jeunes enfants, plus de nourriture, plus d'espoir. Et puis, vous êtes arrivés, vous et vos hommes, vous nous avez emmenés, vous avez risqué votre vie et vous nous avez sauvés.
Elle montra les 3 adultes à ses côtés. Voici Jean, il a maintenant 28 ans. Voici Sophie, elle a maintenant 26 ans. Et voici Pierre, il a maintenant 24 ans, les enfants que vous avez sauvés. Et voici, elle se tourna vers un jeune homme derrière elle. Voici Thomas. Il est né 2 semaines après que vous nous ayez sauvés, chez les Américains, en sécurité, grâce à vous. Hartmann sentit ses genoux flancher. Il s'appuya contre le mur. Vous avez tous survécu. Marguerite pleurait. Oui, grâce à vous. Et mon mari, il est revenu en 1947. Il était prisonnier de guerre en Russie. Nous nous sommes retrouvés. Nous avons reconstruit une vie. Nous avons maintenant 7 petits-enfants. Tout cela grâce à vous. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Hartmann, maintenant 59 ans, grisonnant et fatigué, les larmes aux yeux, sourit. Vivez bien, soyez heureux. C'est une récompense suffisante. Mais Marguerite secoua la tête. Non, ce n'est pas assez. Vous êtes un héros, et le monde doit le savoir. Marguerite organisa une rencontre de survivants. Elle publia des annonces dans les journaux de toute l'Allemagne. Avez-vous été évacué de Berlin par des soldats allemands en avril 1945? Recherchez-vous le commandant Klaus Hartmann et le bataillon 502? Contactez-nous. La réaction fut époustouflante. 37 personnes lors de la première réunion, puis 118 lors de la deuxième, puis 257 lors de la troisième. Des gens venaient de toute l'Allemagne, de France, d'Amérique, du Brésil. Ils amenaient leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils apportaient des photos, des lettres, des souvenirs. Une femme, Hélène Brun, qui avait été évacuée à l'âge de 14 ans, déclara « Je me souviens du commandant. Il était grand, sérieux, mais quand il m'a soulevé pour me faire monter dans le camion, il a souri et m'a dit « Ne t'inquiète pas, ma petite, tu reverras tes parents. » Et je les ai revus. 3 mois plus tard, un homme, Werner Krause, qui avait été évacué en tant que soldat blessé, déclara « Le commandant n'a pas seulement sauvé des civils, il nous a aussi sauvés, nous, les soldats blessés. Il aurait pu nous abandonner. Nous étions inutiles, hors d'usage. Mais il a dit « Aucun homme ne sera laissé derrière, pas sous ma garde. » En juin 1965, le mémorial de Spandau fut inauguré. C'était une simple plaque commémorative en bronze, fixée sur un bloc de granit. À l'endroit où se trouvait l'ancien pont de la Havel, l'inscription disait « Au commandant Klaus Hartmann et au bataillon 502 de l'armée allemande, qui ont évacué plus de 1200 civils de Berlin en avril 1945, perdant 19 soldats dans le processus, ils ont placé l'humanité au-dessus des ordres. Ils ont choisi la conscience plutôt que l'obéissance. Puissions-nous ne jamais oublier que même dans la guerre la plus sombre, des individus peuvent être une lumière. » Plus de 300 personnes étaient présentes lors de l'inauguration. Hartmann, maintenant 61 ans, se tenait humblement à l'écart. Il ne voulait pas parler. Mais la foule scandait son nom. « Hartmann, Hartmann, Hartmann !» Finalement, il s'avança. Il regarda les visages. De vieilles femmes, qui étaient autrefois de jeunes mères, des hommes d'âge moyen, qui étaient autrefois des enfants, de jeunes gens, qui n'avaient jamais connu la guerre, mais qui vivaient parce que leur grand-père avait été sauvé. Hartmann s'éclaircit la gorge. « Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas un héros. J'étais un soldat qui a pris une décision. Beaucoup de mes hommes sont morts pour que vous puissiez vivre. Le lieutenant Becker, le caporal Schmidt, 8 autres, dont je prononce les noms chaque soir avant de m'endormir. Ce sont eux les héros, pas moi. » Marguerite Schneider s'avança. « Commandant, vous étiez notre héros. Vous êtes notre héros, et vous serez toujours notre héros. » La foule applaudit. Hartmann pleura. Hartmann mourut le 12 mars 1978, à l'âge de 73 ans, dans son petit appartement de Munich. Il mourut dans son sommeil, paisiblement. Son cœur avait simplement cessé de battre. À ses funérailles, 3 jours plus tard,
Il y avait plus de 200 personnes. Marguerite Schneider était là, maintenant 60 ans, avec ses 4 enfants. 7 petits-enfants. Martin Fischer, le garçon que Hartmann avait sauvé et qui était devenu médecin, était là. Hildegard Weber, la vieille dame, était décédée en 1972, mais sa nièce était là pour la représenter. Le lieutenant Werner, l'officier d'Hartmann qui avait survécu à toute l'opération, était là, aujourd'hui âgé de 55 ans. Thomas Schneider a prononcé un discours que personne, parmi ceux qui étaient présents, n'oubliera jamais. Le commandant Klaus Hartmann n'a jamais recherché la gloire. Il n'a jamais voulu de médaille. Il n'a jamais écrit de livre. Il n'est jamais apparu à la télévision. Il ne voulait qu'une seule chose, que nous vivions, que nous ayons des enfants, que nous ayons un avenir. Aujourd'hui, 200 personnes sont ici, qui existent, parce qu'un homme a dit « pas sous ma garde, pas ces gens-là, ma vie, mes enfants, mes petits-enfants, nous existons tous ». Parce que cet homme a fait le bon choix quand c'était le plus difficile. C'est son héritage, et nous ne l'oublierons jamais. Sur la tombe d'Hartmann, il y a une simple pierre tombale. Klaus Hartmann, 1904-1978. Enseignant, père, soldat, il a sauvé des vies. Quand les autres détournaient de le regard, chaque année, en avril, le 26, l'anniversaire de la première évacuation, des gens viennent sur cette tombe, ils déposent des fleurs, ils disent merci. Et ils racontent à leurs enfants l'histoire du commandant qui a placé l'humanité au-dessus des ordres. L'histoire du commandant Klaus Hartmann est plus qu'une simple histoire d'un soldat qui n'a pas suivi les ordres. C'est l'histoire de ce que signifie rester humain quand tout autour de vous est inhumain. Hartmann n'était pas un saint. Il s'est battu pour une armée qui a commis des choses terribles. Il portait un uniforme taché de sang. Mais à un moment où cela comptait, où il devait choisir entre l'obéissance et sa conscience, il a fait le bon choix. Aujourd'hui, on estime à plus de 5000 le nombre de personnes qui descendent de ces 1238 civils que Hartmann a sauvés, 5000 vies qui n'existeraient pas si un commandant allemand, en avril 1945, n'avait pas décidé que la vie humaine était plus importante que les ordres militaires. Dans les académies militaires allemandes, le cas d'Hartmann est aujourd'hui enseigné comme un exemple de courage moral. Les soldats apprennent qu'il est important d'obéir aux ordres, mais qu'il y a des choses qui sont plus importantes. En Israël, Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste, a documenté l'histoire d'Hartmann, même s'il n'a pas sauvé de Juifs. Pourquoi ? Parce que le directeur a dit « il représente quelque chose que nous ne devons jamais oublier, que même dans l'armée la plus sombre, dans la guerre la plus sombre, des individus peuvent choisir d'être la lumière. » Le journal d'Hartmann, que sa famille a trouvé après sa mort, contient une entrée datée du 29 avril 1945, écrite dans sa cellule. Alors qu'il attendait son conseil de guerre, ils vont probablement me fusiller, peut-être que je le mérite, pour toutes les fois où j'ai détourné le regard, alors que j'aurais dû agir. Mais si je suis fusillé, je saurai qu'en ce jour. Et pendant ces 48 heures, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai sauvé des vies, et c'est plus que ce que la plupart des hommes peuvent dire dans cette guerre maudite. La petite fille que Hartmann a prise dans ses bras, dans le premier convoi dont la mère est morte lors d'un bombardement, a été adoptée par une famille américaine. Elle s'appelait Anna. Elle est devenue médecin. Elle est décédée en 2018 à l'âge de 83 ans, à Boston. Dans son testament, elle a légué $1 million pour une bourse destinée aux étudiants allemands en médecine, à la condition que cette bourse s'appelle la bourse Klaus Hartmann Memorial, l'homme qui l'a sauvé,
quand elle avait 6 ans et qu'elle était seule, ne serait jamais oubliée. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que davantage de personnes devraient connaître des hommes, comme le commandant Hartmann, qui ont fait preuve d'humanité dans l'obscurité de la guerre, alors soutenez cette chaîne avec Super Thanks. Chaque soutien nous aide à raconter davantage d'histoires oubliées, à honorer davantage de héros qui sont ignorés dans les manuels d'histoire. Et s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, de telles histoires devraient-elles être enseignées dans les écoles? Devrions-nous honorer les soldats qui ont enfreint les ordres? Pour sauver des vies, votre opinion compte. Écrivez dans les commentaires maintenant. Le commandant Klaus Hartmann a sauvé 1238 personnes, mais son véritable sauvetage était quelque chose de bien plus grand. Il a sauvé l'idée que même dans la pire des guerres, même dans l'heure la plus sombre, un seul homme peut décider d'agir correctement. Et c'est une leçon qui ne devrait jamais mourir.